BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. C'est la dernière journée professionnelle ici au Bourget. Bonsoir à tous. Notre invité, c'est évidemment l'un des piliers de ce salon, un des piliers de l'aéronautique en France. C'est Olivier Andriès, le directeur général de Safran. Bonsoir ou bonjour, il fait encore très beau. Bonjour Olivier Andriès. Bonjour Edwige Chevrillon. Il fait très beau, non, il pleut, c'est pour ça qu'on est un peu recroquevillé dans votre chalet. On n'est pas dehors parce qu'il y a une pluie torrentielle qui s'est déversée sur le salon du Bourget. Mais il n'empêche, il se passe beaucoup de choses. On va faire un premier bilan pour Safran. Mais je voudrais commencer, je ne sais pas si vous avez vu cette annonce, puisque la décarbonation, c'est vraiment ce qui est le plus important ici au Bourget, avec le contexte géopolitique, bien sûr. 22 associations de consommateurs ont porté plainte contre 17 compagnies aériennes en les accusant de greenwashing et en les accusant de pratiques trompeuses parce que elles font payer dans leur ticket, dans le billet d'avion, un petit supplément, enfin qui n'est pas si petit que ça, en disant il faut financer la décarbonation. Vous êtes au cœur de cette décarbonation avec les moteurs, avec les systèmes électriques. Bref, est-ce que vous dites c'est normal, il faut bien que quelqu'un la finance, et combien ça va coûter aux consommateurs cette décarbonation? D'abord, toute l'industrie aéronautique et tout le secteur aérien est engagé complètement sur la décarbonation de l'aviation. Nous avons pris un engagement collectif en octobre 2021 d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Et ça, c'est atteignable. C'est atteignable à la fois en travaillant sur la technologie et des technologies de rupture, comme le moteur, comme l'aérodynamique des avions, et en travaillant également sur les carburants durables. Et j'en viens donc à votre question sur les carburants durables. Ma question, c'était plus qui va financer d'abord. Après, on reviendra évidemment sur ce qu'on appelle le SAF ici. Et de toute façon, quel que soit le secteur industriel dont on parle, quand on parle de décarbonation, c'est une illusion de penser que la décarbonation sera gratuite. Oui. Et évidemment, la décarbonation a un coût. Qu'on parle de l'énergie, qu'on parle de l'aviation ou d'autres secteurs de transport, la décarbonation aura toujours un coût. Mais je suis effectivement convaincu, nous sommes collectivement convaincus, que en l'occurrence les passagers des avions seront prêts à accepter de payer des billets un peu plus chers pour que l'aviation soit décarbonée. Par exemple, si on prend, et puis pour les industriels, pour les compagnies aériennes, un moteur décarboné chez vous, c'est plus combien? Pardonnez-moi, ça a un côté un peu cuisine d'apothicaire, mais combien ça va coûter en plus? Il y a deux choses à voir. D'abord, les technologies sur lesquelles on travaille et qu'on vise à mettre sur le marché à une échéance de 10-12 ans, ce sont des technologies qui permettront de réduire la consommation de carburant. Donc le premier volet de la décarbonation de l'aviation, c'est ce que nous appelons l'ultra-sobriété. Ça commence par ça, c'est l'ultra-sobriété. Donc si on réduit la consommation de carburant, déjà, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Après ça, le deuxième volet de cette décarbonation, c'est ce qu'on appelle les carburants durables. Les carburants durables, c'est ce qui pourra remplacer le kérosène. Donc ce sont les biocarburants à court terme, et puis viendront les carburants synthétiques. Et là, vous avez raison, c'est plus cher. Aujourd'hui, c'est 4 à 5 fois plus cher que le kérosène, d'où effectivement l'impact sur les billets dont vous parlez. Mais tout l'enjeu de ces prochaines années, c'est que les producteurs d'énergie mettent à l'échelle leur capacité de production de carburants durables pour que le prix le coût de production et donc le prix de ces carburants durables diminue et devienne plus abordable. On a devant nous et devant vous une maquette du moteur Rise que vous avez présenté ici. C'est un moteur, en fait, ça ne sera plus un moteur, un réacteur, ça sera ce moteur. Il est presque à hélice, du reste. En tous les cas, on a le sentiment. Qu'est-ce que ça va changer pour les compagnies aériennes? Alors effectivement, en tant que leader mondial, on a considéré que c'était à nous d'apporter une rupture technologique. Et dans le domaine des moteurs d'avion, depuis 50 ans, on fait des progrès continus avec une architecture de moteur qui reste
traditionnel qui reste conventionnel de moteur caréné, donc avec un carénage autour de cette soufflante que vous voyez à l'avant du moteur et avec une nacelle d'avion. Et on fait donc des progrès incrémentaux réguliers. Et là, on s'est dit, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, à l'occasion du prochain développement d'un avion commercial, donc on parle du successeur des Airbus A320 ou des Boeing 737, des Boeing 737, donc à l'horizon, je dirais, du milieu de la prochaine décennie, on doit faire un grand saut technologique. Et donc là, la décision qu'on a prise, c'est de travailler sur ce moteur qu'on appelle le RISE et qui est non caréné. Donc ce qui nous permet d'augmenter et de doubler le diamètre de la soufflante que vous voyez à l'avant du moteur. Et en faisant ça, on améliore drastiquement l'efficacité propulsive du moteur. Et donc ce moteur-là permettra de faire une économie de carburant de 20% par rapport aux dernières générations de moteurs qui ont à peine été mises sur le marché il y a moins de 5 ans. Et ça, c'est pour Airbus, c'est pour Boeing? Ça peut être pour Airbus, ça peut être pour Boeing, ça sera à eux de décider. Nous, notre objectif, c'est d'être en mesure d'apporter la solution la plus efficace en termes de propulsion. Et donc, on vise une entrée en service de l'avion en 2035. Donc, vous voyez, et ça, 2035, ça colle avec l'objectif de neutralité carbone atteint en 2050. Oui, parce qu'en fait, il y a une première très grande étape qui sera en 2030, du reste. Absolument. Donc, c'est 2030 et 2050, mais d'abord, vraiment, la première rupture, ça sera en 2030. Qui est le plus en pointe? C'est Airbus ou c'est Boeing dans la décarbonation? Question difficile pour vous, peut-être. Je pense qu'il y a clairement, et on le voit, il y a une accélération de la prise de conscience de la plupart des acteurs. Et aujourd'hui, des deux côtés de l'Atlantique, les grands acteurs de l'aéronautique ont parfaitement conscience de ces enjeux de décarbonation. Ouais, mais ça, c'est un peu une réponse de Normand. Mais... Non, je vais être plus précis. Sur ce moteur RISE, nous avons annoncé il y a quelques mois un accord avec Airbus qui a accepté de tester en vol ce moteur sur un A380. Donc ces essais en vol auront lieu juste après le milieu de cette décennie, c'est-à-dire vers 2026-2027. Donc c'est déjà une étape très importante. On travaille, aujourd'hui on discute avec Airbus, typiquement sur l'intégration de ce moteur sur une de leurs plateformes avion. Encore une fois, c'est un projet futur. Et Boeing, de son côté, a annoncé aussi un démonstrateur technologique, alors pas avec ce moteur-là, pas encore, mais eux aussi travaillent sur des architectures d'avions qui sont également en rupture. Donc, des deux côtés de l'Atlantique, il y a un gros effort qui est fait sur ce sujet de la décarbonation. Alors, pour essayer d'être le plus pédagogue possible, le plus pratique possible, par exemple, ce moteur, par rapport au LEAP actuel qui équipe les Airbus, il coûtera combien? Il sera 2 fois plus cher? Il sera 3 fois plus cher? Alors, on n'en est pas encore à parler de coûts, mais pour l'instant, on est sur un programme de développement technologique. Le vrai chiffre à retenir, c'est qu'il consommera 20% de carburant de moins que le moteur LEAP, lequel moteur LEAP qui a été mis sur le marché il y a 5 ans seulement, consomme 15% de moins que les moteurs de la génération précédente, qui sont l'essentiel des moteurs qui volent aujourd'hui dans le ciel partout dans le monde. Donc vous voyez, 15% c'était la première marche, et là on fait une marche supplémentaire de 20%. Et vient s'ajouter à ça un travail que l'avionneur fera sur l'aérodynamique de l'avion, sur également l'allègement de l'ensemble des équipements, et nous on pense que l'avionneur il pourra apporter 10% supplémentaire. Donc quand vous combinerez l'avion et le moteur, on pense que 30% d'économie de carburant, c'est atteignable. Oui. Hier, mon invité était Patrick Kane, le patron de Thales, et on était dans le cockpit du futur, où effectivement l'objectif est déjà de réduire de 10% la consommation des avions. Donc peut-être 10% plus 10% plus 20%, Absolument. Ça commence à donner des résultats futurs. Effectivement, Thales est un leader mondial dans tout ce qui est contrôle du trafic aérien et dans l'avionique, et eux travaillent sur l'optimisation de ce qu'on appelle les opérations. Et donc ça, c'est toute la question en fait de la gestion de l'arrivée des avions dans les aéroports, et effectivement, on peut tout à fait optimiser les trajectoires. Et là, on pense effectivement qu'on peut gagner 10%. Donc vous voyez, à la fin des fins, 30% qui viendra
de la technologie, donc 20% moteur, 10% avion, 10% sur les opérations. C'est ce dont Patrice Ken vous a parlé. Ça fait déjà 40%. On pense que 50% viendra des carburants durables et il restera effectivement un fonds, j'appellerais ça un fonds de bouteille de 10%. Et là, on pense qu'on pourra le faire à travers ce qu'on appelle des offsets de carbone. Mais si on arrive à à décarboner réellement à hauteur de 90% par les carburants durables, la technologie et l'optimisation des opérations, on a déjà fait quasiment l'intégralité du chemin. Vous avez aussi annoncé une ligne de moteurs électriques, 4 lignes de moteurs électriques en France, en Grande-Bretagne. On va revenir là-dessus, mais on peut dresser un premier bilan puisque c'est la dernière journée professionnelle. Demain, c'est l'ouverture au grand public. C'est un bon salon, un très bon, un mauvais salon du Bourget pour Safran et pour vous, Olivier Andriès. C'est un très bon salon. D'abord, il y a encore eu beaucoup de commandes d'avions, ce qui montre que l'appétit... Il y a une grosse commande essentiellement, non? Une grosse commande nouvelle, effectivement en Inde, qui est un pays, qui est le pays dans lequel la croissance du trafic aérien est la plus forte. Ça montre également que partout dans le monde, les gens ont envie de voyager. Les gens ont envie de prendre l'avion. La demande pour des avions supplémentaires, elle est très forte. Elle est très forte partout dans le monde. Donc ça, c'est déjà un premier élément important parce qu'on sort quand même d'une période. On n'avait pas fait de salon du Bourget depuis 4 ans. On est passé par la crise la pandémie, la crise du Covid, etc. La demande, elle est très forte. Elle est revenue. Le trafic aérien, aujourd'hui, il est revenu à son niveau d'avant. Et il va même doubler, le trafic aérien. En tous les cas, il va continuer à augmenter, effectivement. Et on prend ça en compte, d'ailleurs, dans nos objectifs de décarbonation. L'autre fait majeur de ce salon, et vous l'avez vu, c'est qu'on parle beaucoup de nouvelles mobilités, aériennes, nouvelles mobilités urbaines. Et on parle beaucoup de plateformes qui sont toutes électriques. On parle aussi d'hybridation. Donc vous avez vu, il y a un certain nombre de projets qui sont présents, d'annonces qui ont été faites autour de ces projets. D'ailleurs, le tiers des annonces de Safran concerner effectivement des partenariats avec ce qu'on appelle ces nouvelles mobilités urbaines. Avec Volocopter notamment, oui. Oui, on a annoncé effectivement un partenariat avec Volocopter qui sera un partenaire des Jeux Olympiques ici en France l'année prochaine. On a annoncé un partenariat... C'est un taxi volant, c'est ça, c'est un taxi volant, absolument, à décollage vertical. Qui fonctionne tout électrique, donc totalement décarboné. On a annoncé un partenariat avec Wisk, qui est une société qui est à San Francisco, qui est également sur un concept tout électrique. On a annoncé un partenariat avec une autre société américaine qui s'appelle Electra, qui est sur un concept hybride, c'est-à-dire un décollage électrique, un atterrissage électrique, mais une combinaison de moteurs thermiques et d'électriques, mais qui fait un grand pas sur la décarbonation. Olivier Andriès, pardonnez-moi, ce sont des partenariats très intéressants. On voit bien qu'on rentre dans une nouvelle époque. En termes de contrat, qu'est-ce que vous avez signé ? Ce sont des contrats. Quand je vous parle de partenariat, ce sont des contrats, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on place... Il y a du chiffre d'affaires derrière. Il y a du chiffre d'affaires. On place des moteurs électriques. Nous avons l'ambition d'être le premier acteur au monde à certifier un moteur électrique pour l'aviation. À le certifier. Vous savez, il ne suffit pas d'aller chercher un moteur électrique dans le secteur de l'automobile pour le mettre sur un avion. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Toujours, le premier enjeu pour nous, c'est la sécurité des vols et tous les équipements, tous les moteurs doivent être certifiés. Nous serons le premier à certifier un moteur électrique. On a déjà 5 clients et qui sont des acteurs de l'aviation générale ou de ces nouvelles mobilités urbaines. Et on fera ça, vous l'avez annoncé, on a décidé de faire l'assemblage de ces moteurs électriques à Niort, en Charente. Sur 2 lignes, deux lignes de production. Absolument. Les 2 autres sont en Grande-Bretagne. Mais paradoxalement, la plus grosse annonce que vous avez faite, c'était juste avant le salon du Bourget, c'est de dire que vous rentriez en négociation exclusive pour racheter une partie des activités de Raytheon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? La signature, c'est pour quand ? C'est $1 milliard, c'est ça à peu près ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, comme c'est une discussion qui est en cours, vous comprendrez que je ne ferai pas de commentaires plus spécifiques là-dessus. Ce que je vais simplement vous dire, c'est que nous sommes en discussion. C'est un processus, comme on dit, compétitif, c'est-à-dire c'est une activité qui a été mise en vente par ce groupe américain qui s'appelle Raytheon. Ce sont des activités qui sont pour l'essentiel en Europe.
Ce sont des activités qui sont pour l'essentiel en Europe, dans un domaine très critique de l'aviation, qui est le domaine des commandes de vol. Et donc effectivement, nous sommes intéressés, donc nous sommes portés candidats, et donc nous sommes en discussion. Les Je ne discussions veux pas en dire plus sur... Non, mais juste, il y avait des fonds d'investissement eux aussi qui sont évidemment sur les rangs. Il y a d'autres candidats sur les rangs. Il y a des candidats, effectivement. il y a d'autres candidats industriels qui sont sur les rangs. Je ne peux pas vous faire de commentaires là-dessus. Je sais qu'il y a notamment des candidats qui sont des fonds, qui sont également candidats L'issue sur des cette cours, c'est quand l'issue de la négociation? Je ne peux pas vous faire de commentaires plus spécifiques là-dessus. Encore une fois, c'est une discussion qui est en cours. Donc je n'ai aujourd'hui aucune certitude sur l'aboutissement de cette négociation, ni sur le... comme on dit, sur le planning ou le timing. Je note que vous êtes prudent quand même. Je suis très prudent. Oui, très prudent. Un petit peu plus prudent qu'il y a quelques jours? Non, on a toujours sur la même ligne. Encore une fois, c'est une opération en cours. C'est difficile pour nous de la commenter plus spécifiquement. La dernière fois que vous étiez venu à BFM Business dans nos studios, on avait parlé évidemment de la pénurie de matières premières et les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Où est-ce que vous en êtes? Vous avez créé un fonds, je crois que c'est sur le titane, un fonds européen notamment avec Airbus. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a toujours ces difficultés d'approvisionnement ou pas? Alors le titane, c'est un des sujets effectivement sur lequel on a décidé, et Airbus aussi d'ailleurs, de développer des sources de titane alternatives. C'est d'ailleurs pour cela qu'ensemble nous avons racheté une société qui s'appelle Aubert et Duval, et nous allons développer au sein d'Aubert et Duval toute une filière titane, donc pour forger des pièces Critac en titane. Et donc on aura une activité de forge titane souveraine, comme on dit. On parle beaucoup de souveraineté en ce moment, et c'est un vrai sujet dans un contexte géopolitique que vous connaissez. Nous aurons une filière de forge titane souveraine en France autour d'Aubert et Duval. Reste la dernière question, qui est le problème de cadence, de livraison. Airbus a reconnu Guillaume Faury, que j'avais reçu il y a quelques temps. Il a encore reconnu ce matin. Il y a toujours des problèmes de cadence, de livraison, notamment de sièges ou de cabines que vous fabriquez, notamment de moteurs, parce que est-ce que vous allez pouvoir assurer, fournir tous ces moteurs, sachant lorsqu'on voit une commande de 500 ou plus de 500 avions d'Indigo à Airbus, est-ce que vous allez pouvoir suivre? Alors, les problématiques de chaîne d'approvisionnement dont on parle beaucoup touchent l'ensemble de l'industrie aéronautique, et pas uniquement Safran, non, mais pas uniquement les moteurs. Comme vous êtes en face de moi, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez raison. Alors, nous livrons les moteurs dont les avionneurs ont besoin. Donc aujourd'hui, nous livrons en temps, en heure, en qualité, les moteurs dont Airbus a besoin et dont Boeing a besoin. Donc aujourd'hui, nous sommes en phase. Notre objectif est de continuer à accompagner la montée en cadence de nos clients avionneurs en 2023 et en 2024 dans ce contexte très très difficile, avec donc un accord total sur les quantités à livrer en 23, en 24. Nous allons bientôt discuter les quantités à livrer pour 2025. Les très grosses commandes dont on a parlé à l'instant en début de salon, ce sont des livraisons qui auront lieu après 2030. Donc vous voyez, on est sur un horizon qui est assez lointain. Mais c'est vrai que la demande est très très forte, et qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est encore une fois de se focaliser sur les problématiques d'approvisionnement pour accompagner les avionneurs. Mais nous sommes en ligne sur les moteurs, ça je peux vous le confirmer. Et sur les sièges et les cabines? Les sièges, c'est un sujet un peu plus compliqué, c'est vrai. Sur les cabines, nous sommes à l'heure. Sujet d'exaspération? Non, il n'y a pas de sujet d'exaspération du tout. Encore une fois, les problématiques de chaîne d'approvisionnement, comme on dit, touchent l'ensemble des activités de tous les groupes de l'aéronautique. Donc nous sommes tous à peu près à la même enseigne. Donc il n'y a pas du tout d'exaspération. On travaille ensemble pour régler les problèmes. Oui. Est-ce que pour vous, le problème au sens large, Zodiac, il est réglé, l'intégration de Zodiac, ça y est, vous avez remis tout au carré, parce que ça a été difficile.
C'est un long cheminement, comme on dit. Non, l'intégration de Zodiac est très très largement derrière nous. Dans Zodiac, il y avait des activités d'équipement et de systèmes qui ont été totalement intégrées et qui aujourd'hui ont une très très bonne performance à la fois opérationnelle et économique. Nous sommes en train de redresser ce qu'on appelle l'activité intérieure d'avion. Donc là-dedans, il y a les cabines et les sièges. Donc on est en bonne voie sur la cabine. Il y a encore un peu de travail sur les sièges, mais on est en bonne voie. Un mot encore, pardon, sur le chinois, le Comac, à qui vous fournissez des moteurs aussi. Est-ce que pour vous, c'est un client qui monte en puissance? Je ne sais pas quel est votre regard, le fait, je sais pas, il y a un problème de transfert de technologie. Comment est-ce que vous regardez ce nouveau client? Alors, Comac est un nouvel avionneur, est un nouveau client. Nouveau venu dans le ciel. Et vous savez que donc Comac a livré son premier avion commercial donc à la compagnie chinoise China Eastern, comme on dit, qui est basée à Shanghai et qui a fait son premier vol commercial. Donc il y a effectivement une montée en production progressive qui va se faire sur ces avions, avec un objectif de la part de notre client chinois de produire jusqu'à 150 avions à terme par an. Ça prendra du temps avant d'arriver à ce niveau-là. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes volumes que Airbus et Boeing, mais en tout cas c'est un troisième acteur qui va peser de plus en plus. Alors nous livrons les moteurs de cet avion. Il n'y a strictement aucun transfert de technologie sur ces moteurs, strictement aucun. Voilà, comme ça c'est dit. Merci beaucoup Olivier Andriès d'avoir été avec nous, directeur général de Safran, était notre invité. Merci d'avoir pris le temps parce qu'on sait qu'ici chaque minute compte, vu le nombre de personnes ou de clients potentiels qu'on voit autour de nous. Merci beaucoup.